Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Heureux de vous accueillir au début de cette semaine avec le café d'Alexandre. On aurait dû appeler ça l'émission d'Alexandre, je crois, au fond. Bonjour à tous. Merci, je suis sensible au fait que vous me serviez d'abord. C'est une semaine qui sera une semaine très très passionnante en compagnie de Germaine Cousin-Zermatten. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Si l'on doit vous présenter, comment doit-on dire? Herboriste, guérisseuse? Plutôt herboriste. Herboriste, qui aime à se battre pour la tradition, qui a un parcours de vie extraordinaire. Je soigne surtout la santé, moi. Vous soignez la santé, Oui. On va voir de quelle manière dans un tout petit instant. Le temps que Sandy, vous nous présentiez nos deux autres invités. Eh bien, pour discuter du Valais, parce qu'on va parler du Valais cette semaine, eh bien, on a avec nous Yvonne Preiswerk, anthropologue, chercheuse, qui connaît tout, je crois, ou presque tout sur le Valais. Non? Si, mais oui. Et en face de moi, Jean-Henri Papillou, qui lui est le directeur du Centre valaisan de l'image et du son. Et grâce à lui, eh bien, nous avons des archives magnifiques. Alors écoutez, le plus simple, je crois, pour faire la première découverte de notre invitée, c'est d'aller avec elle au Val d'Hérens et de la retrouver dans la nature. Élixir de longue vie pour fortifier le cœur, soigner la toux et la goutte et contre les flatulences. Mélanger à poids égal des racines et des semences d'angélique et d'impératoire, de la racine de valériane, de la semence d'anis, des fleurs de centaurée et de bourdaine séchée. Faire macérer 200 grammes de ce mélange dans 2 litres d'eau de vie pendant 15 jours. Filtrer et conserver au frais dans des petits flacons de teinte foncée. Prendre 2 fois par jour 25 gouttes dans une tasse de tisane. Une recette parmi toutes celles que Germaine Cousin a accumulées depuis une vingtaine d'années, en se remémorant les préparations de sa mère et de sa grand-mère, et aussi en recueillant les souvenirs des personnes âgées de sa région. Aujourd'hui, plus que jamais en harmonie avec la nature qui l'entoure, Germaine perpétue la tradition. Et la réputation de ses huiles, de ses sirops et autres cataplasmes s'est répandue bien au-delà du Val d'Hérens. Vous avez pris la recette quand vous êtes venu. Et vous avez déjà fait. Ah, voilà, il ne suffit pas de savoir. Il faut avoir la volonté, puis il faut le faire. Et puis, pour la digestion aussi, c'est le thé d'absinthe. Mais l'absinthe, vous devez le faire très léger. Parce que si vous le faites trop fort, premièrement, c'est pas agréable à boire. Et puis, c'est quand même à cause des toxiques. Et puis, faites ça quelques jours, et puis vous me rappelez. Au revoir, Mme Kaufmann. Merci beaucoup. Voilà. Quel genre de conseils, en fait, on vous demande? Beaucoup de conseils de prévention, ou bien pour, par exemple, quelqu'un qui souffre de mauvaise digestion, ou qui a des problèmes qui ne peut pas bien dormir, ou des nervosités, des choses comme ça. On peut très, très bien corriger tout ça avec les plantes. Mais je ne suis pas capable de faire un diagnostic. Ça, c'est pas ma partie, c'est la partie du médecin. Le savoir de Germaine n'est pas à vendre. Elle préfère le troc ou qu'on lui rende en échange de menus services. C'est beaucoup plus facile de soigner la santé que de soigner la maladie. Alors, tant qu'on soigne sa santé, on reste en bonne forme. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir enseigner ou donner l'envie aux gens de se prendre en main, de soigner leur santé. Ouais, Germaine, c'est une jolie expression, soigner sa santé. Mais oui, c'est ce que faisaient nos grands-parents, les aînés. Ils disaient qu'il faut soigner la santé parce qu'il vaut mieux mourir en bonne santé que malade. Et il ne faut pas oublier que moi, je suis née en 1925, donc j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de médecin dans la vallée. Alors, il fallait faire 18 km pour aller à Sion chez un médecin. Alors, on n'allait que pour des cas graves. Donc, pour tous les petits bobos, les trucs, on s'était soignés au village. Et les personnes, à l'époque, il n'y avait pas non plus de maison pour les personnes âgées. Il fallait qu'ils restent ensemble
volonté pour être utile jusqu'au dernier jour, soit pour garder les enfants, pour s'occuper du jardin, aller soigner les poules, les cochons, ou tout ça. Ils devaient gagner leur vie. Il n'y avait pas d'AVS, il n'y avait pas d'aucune ressource, et les gens n'aimaient pas être entretenus. Ils voulaient être utiles et rendre service. Vous savez qu'en 1925, quand vous êtes né, c'est une date importante dans l'histoire de la médecine, parce que c'est en 1925 qu'on a découvert le vaccin contre la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie qui frappait beaucoup à l'époque. Elle faisait des ravages considérables dans la population. Et à l'origine de cette découverte, c'est une équipe française qui était dirigée par le professeur Calmette. Je pense qu'on va en voir quelques images d'ailleurs qui doivent être tirées de nos archives. Regardez, à l'époque, on replonge, l'époque de votre naissance. Et c'est vrai que la tuberculose, la phtisie galopante et d'autres maladies pulmonaires de ce genre, lorsque vous en étiez victime, eh bien, il y avait assez peu de chances d'en sortir. Alors, à l'origine de cette découverte, c'est le professeur Calmette et son époque. Ils ont travaillé pendant 20 ans sur le mécanisme de l'infection, et tout ça, c'était dans le cadre de l'Institut Pasteur, le fameux Institut Pasteur. Cette méthode va permettre ensuite à des milliers de personnes de pouvoir vivre plus longtemps, comme vous nous le disiez très justement tout à l'heure, avec les fameux vaccins du BCG, exactement à la chaîne. Yvonne, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en 1932, il y a une étude d'un médecin bâlois qui s'appelle Schleiniger, qui a un document sur le Valais. Il a fait une étude sur la tuberculose dans le Val d'Anivier, qui a été assez mal acceptée à l'époque par les gens, où il démontrait que les gens avaient beaucoup de tuberculose, mais que les parents n'acceptaient absolument pas ni de réduire la promiscuité, c'est-à-dire de mettre à l'écart les enfants qui étaient malades dans une autre chambre, ni de les donner en pension, soit à Montana en face, qui était quand même l'autre vallée, soit dans des familles saines. C'est-à-dire que il y avait comme on savait que la maladie existait, on entendait les gens tousser, mais on était dans une situation où simplement la maladie, la vraie, c'était pour les autres. Et puis, ma foi, tant pis s'il en mourait quelques-uns à travers cela. Oui. Et il a démontré aussi à l'époque que la promiscuité, mais surtout l'habitat, permettait la prolifération du bacille de Koch à travers les rainures et les planches dans les chalets, les maisons. On n'avait pas trop le choix, en fait, à cette époque. Voilà. On vivait tous plus ou moins dans la même pièce. Oui, nous, on était donc 14 enfants et les parents, on avait la chambre des enfants, il y avait la chambre des parents. Jusqu'à 1935, on a construit un chalet au sommet du village, et là, il y avait la chambre des filles et la chambre des garçons, plus la chambre des parents, donc deux chambres pour les filles. Alors, vous voyez, on était gâtés pour les 8 filles, on avait quand même 2 chambres, on n'était que 4 dans chaque chambre, c'était magnifique, parce qu'autrement, c'était des grandes chambres, puis on tirait un rideau, puis il y avait les lits à étage, tout simplement. Vous étiez 14, combien sont encore vivants aujourd'hui? 11 encore. 11. Oui, on est les 8 filles et les 3 garçons qu'on a encore à vie, et 3 frères qui sont décédés. La prévention, ça a l'air de marcher quand même. Ça a l'air de marcher. Malheureusement, je n'ai pas connu mes frères qui sont les 3... Oui, il est mort à l'âge de 17 ans, en 1937, puis les 2 autres, je ne les ai pas connus, ils étaient morts avant ma naissance. Alors, que faisait votre père? Mon père, il était paysan, il a travaillé à l'usine de Chipis, il a fait différents travaux. Il a été pendant plusieurs années gérant de la coopérative à Saint-Martin, ce qui était déjà une place formidable d'avoir une paye, parce que l'argent était très très rare. On faisait beaucoup de troc à l'époque, et puis pour acheter les habits, les souliers pour les enfants à l'école, il fallait attendre l'automne qu'on puisse vendre une génisse ou une vache ou un veau. On n'avait que cela. Germaine, regardez cette séquence, elle est très très intéressante parce qu'elle explique un peu la journée de votre père. Il faut descendre à l'usine, il faut remonter le soir. Elle a beaucoup de climat, c'est des archives de M. Papillou dont on parlera dans un instant. La Suisse, depuis un siècle, s'est profondément industrialisée. Dans presque tous les cantons, autour des grandes villes, comme dans les vallées les plus reculées, des fabriques s'élèvent dont les produits ont conquis depuis longtemps une renommée mondiale. Près de 600 000 ouvriers et employés travaillent dans les diverses industries de notre pays. Mais contrairement à ce qui se produit dans les centres industriels de l'étranger, véritables fourmilières humaines où des millions d'individus s'entassent,
les ouvriers de nombreuses usines suisses sont restés attachés à la terre. Ils habitent souvent des petits villages fort éloignés de leur lieu de travail. 14 heures. L'équipe du matin de l'usine d'aluminium de Chipis quitte la fabrique. Ces ouvriers retournent chez eux dans un hameau perché quelque part, très haut au-dessus de la vallée. Ils vivent ici, dans une maison entourée d'un lopin de terre qui leur appartient et qu'ils cultivent eux-mêmes. Ce brave homme partage le repas de sa petite famille. Il est revenu plus tôt que de coutume, car c'est aujourd'hui pour les quelques 3000 enfants des ouvriers une grande fête. Noël sera célébré pour eux tous dans un des vastes bâtiments de l'usine. Sitôt après le repas, les jeunes filles revêtent leurs plus beaux costumes du dimanche. La maman, pendant ce temps, habille la cadette et la coiffe du typique chapeau valaisan. Tout le monde est prêt. Les enfants quittent le village. Ils descendent le long des chemins verglacés, chemin que suit chaque matin leur papa pour se rendre à l'usine. C'est une longue et pénible route, mais d'autres enfants viennent de plus loin encore. Alors il faut qu'on vous explique qu'il s'est passé quelque chose de très étonnant pendant la diffusion de cette séquence sur le plateau. Sandy avec Monsieur Papillou se sont dit tout au cours de la semaine, Saint-Martin, une famille qui se trouve là. Est-ce que par hasard, ce pourrait être la famille de Germaine? Et puis, juste avant l'émission, on s'est dit, ben non, parce qu'en comparant les photos qu'elle nous avait amenées, le père ne ressemble pas vraiment. Et on ne lui a rien dit. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que vous voyez ces images. J'ai jamais vu ces images, non. Je suis très émue parce que je ne savais pas qu'il existait. Ça. Mais c'est bien notre famille, c'est bien mes sœurs, c'est bien ça. Vous êtes reconnu d'ailleurs au passage. Oui, tout à fait. Ça c'est étonnant. Monsieur Papillou, d'où viennent ces images? Alors ces images viennent du Ciné-Journal. Nous les avons conservées, copiées. Et puis effectivement, non plus, je ne savais pas que c'était la famille de Germaine. Et c'est là qu'on voit que finalement, des images d'individus, des images personnelles peuvent être aussi intéressantes par le lien qu'elles créent avec le passé et puis par les informations qu'elles donnent. Alors c'est effectivement aussi assez émouvant tout à coup de se retrouver, de vérifier comme ça. Alors Germaine s'est promis, vous aurez une cassette de toutes ces images, vous pourrez les revoir chez vous. Je ne sais pas si vous avez une vidéo, en tout cas c'est tout à fait étonnant. Hein. Je vous remercie parce que pour moi, je suis vraiment très très surprise et très émotive, ça me touche beaucoup. Ça je comprends bien. Et je vous invite alors une fois à venir les découvrir même sur grand écran à Martigny. Avec plaisir. Alors, ça, vous découvrirez aussi le centre valaisan de l'image et du son. Comme ça. Et hop, un petit coup de pub. Alors, je voudrais juste poser une question parce que j'ai trouvé intéressante. Votre maman. Là, elle était assise à table avec la famille. Oui. C'était quand même rare. Pas chez nous, non. Que les mamans... dans votre famille, non, puisque on l'a vu dans la photo. Mais les femmes en Valais, elles étaient rarement assises à table, en famille, autour du repas, au moment du repas. Elles étaient toujours en train d'être debout, d'aller du fourneau, de remplir les assiettes. D'ailleurs, elle venait avec la louche, et pof, elle en mettait à l'un, pof, elle en mettait à l'autre. Est-ce que ça a changé? Un peu, mais c'est quand même rare de voir la famille, toute la famille assise à table. Mais vous pouvez peut-être nous rappeler ce que faisait votre mère, au fond. Quelles étaient toutes les tâches, parce qu'il y en avait. Ah ben oui, il y en avait. Ma mère tricotait, elle était brodeuse elle faisait les tabliers, les foulards pour les mariages. Alors elle brodait ça la nuit, parce que la journée, elle n'avait pas le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les mariages se faisaient beaucoup en novembre, à la Saint-Martin et à Pâques. C'est donc demain, si je ne me trompe, c'est le 11 novembre? Oui, c'est le 11 novembre. Et à Saint-Martin, on a fêté ça samedi parce que on fait un repas collectif à la salle de gym, la salle communale, et là les gens vont dîner ensemble, je trouve que c'est une coutume extraordinaire. Alors elle s'occupait de l'éducation des enfants, des travaux ménagers, mais aussi des travaux à la campagne? La campagne très peu, parce que les jardins, oui, parce c'était les enfants qu'on allait plutôt, parce qu'elle n'arrivait pas à tout faire, mais elle s'occupait du ménage, et après, lorsque mon père était gérant de la coopérative, elle s'occupait au magasin également, et c'était l'époque où on ouvrait le magasin
voisins aussi le dimanche, parce que les gens venaient à la messe des villages voisins et profitaient de vite aller à la copée pour chercher des commissions. Et déjà toute petite, on nous a initiés au commerce. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le commerce dans ma vie, parce qu'on me mettait on préparait les kilos de sucre, et l'autre, il y avait les kilos de pain, puis chacun servait les clients pour gagner du temps. Vous voyez, on nous a habitués très jeunes. Et je crois aussi qu'il y a une anecdote, parce que votre papa travaillait à l'usine de Chipis, votre maman, un jour, nettoyait les tables, et ça donnait un quiproquo qui était assez drôle. Ah oui, alors ça, je m'en souviens, c'était un couple de Genevois qui avait loué un appartement chez nous, et le matin, papa arrivait de l'usine, et puis bien sûr, il s'est assis sur un caillou à côté de l'écurie, maman sortait le fumier, comme elle faisait chaque jour, et papa, comme il arrivait de l'usine, il discute un peu avec, et il y a ce monsieur qui lui dit, mais monsieur Zermatten, vous n'avez pas honte de rester là à regarder votre femme sortir le fumier, et puis vous restez là assis. Et papa n'a pas eu le temps de répondre, parce que c'est maman qui lui dit, mais de quoi je me mêle? Mon mari a travaillé à l'usine, et il rentre maintenant, et c'est pas son travail, c'est le mien. Et comment revenait-il de l'usine? Mais il venait jusqu'à Fontagny avec un car, et de là, il venait à pied, parce que jusqu'à 1937, il n'y avait pas de route pour venir à Saint-Martin. Les premiers camions sont arrivés en 1937. Alors, je vous propose un autre témoignage d'une autre femme qui a vécu cette époque, qui la raconte à sa manière, je crois, avec beaucoup d'humour. Je partais le matin à 5 heures pour aller travailler à Saillon, descendais à pied. Puis des érables à Saillon, tout au sommet du village, des érables pour aller à Saillon. Et on commençait le travail à 7 heures, toute la journée par la rigueur du soleil, courbé dans ses vignes, sulfate qui lui montait dans le nez. Manger à sec, pain, fromage, boire du café. Travailler jusqu'à 6 heures le soir. On montait à pied, il fallait au moins 2 heures le soir pour monter. Et un soir, au milieu de la semaine, je trouve un billet sur la table. Ce soir, pour monter au Mayen. De bleu. Puis Saillon, pour aller au Zora, encore 1 heure depuis la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Un gamin malade, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Trouver une bonne femme pour monter avec moi. Alors, je suis quand même montée. Arrivé au Mayen, tout était en ordre, les enfants au lit, Marie aussi au lit. Je n'ai pas même fait du café. Je suis cachée au lit. En arrivant au lit, ma foi, c'était la loi de la nature, hein, il aurait fallu accepter toutes les combines du mari. J'ai dit bien merci, s'il faut venir depuis Saillon ici pour cette combine, tu peux te siffler. Je me suis levée, Marie s'est levée après moi, il a fait du chenil, il a été réveiller les gamins à la grange. Il était à l'écurie, les vaches ont sonnaillé, ont beuglé. Les voisins ont entendu. Il fallait encore aller au Mayen faire des combines pareilles. C'est un beau témoignage qui était Très enregistré joli. dans une émission consacrée au Valais, dont le journaliste était d'ailleurs Raymond Vouillamot. Époque dure, hein? Oui, oui, la vie était dure, mais donc nous, on n'a jamais eu faim. On a toujours, parce qu'on on faisait les boucheries, on avait les légumes, on avait tout. Donc on a eu une belle jeunesse malgré tout, parce qu'on n'a jamais eu ni faim ni froid. Maman faisait les habits, elle prenait les robes des aînés, qu'on devait avec une lame de rasoir défaire les coutures, les repasser et tailler pour les plus petites. Mais on n'a jamais eu de, on s'est pas senti misérable pour ça. On va revenir un instant à la question de la santé, hein, parce que vous êtes victime d'un accident sérieux à l'âge de 12 ans. Oui. Vous nous dites ce qui s'est passé? Mais je descendais, donc on allait à l'école depuis Trogne à Saint-Martin. La route descendait, puis c'était pas la route comme maintenant, c'était un chemin muletier assez large. Et je descendais en luge et j'avais une jeune fille du village, une camarade qui était sur la luge avec moi, puis je guidais la luge avec le patin pour gagner du temps. Et tout à coup, à la sortie du contour, juste avant d'arriver à Saint-Martin, je vois sortir un mulet qui traînait une luge de paille. Puis en hiver, on les sort très peu, ils ne sont pas très, très faciles. Alors, moi, je vois le mur, le mulet, le vide. J'ai choisi le vide. J'ai descendu dans le premier champ, je l'ai passé. Le deuxième, j'ai rentré dans la neige et la fille qui était derrière moi est arrivée avec son genou dans votre colonne vertébrale. Dans la colonne. J'ai eu une fissure à la colonne, j'avais tassement des vertèbres. Donc, vous avez été paralysée 2 ans? J'ai été pendant 2 ans au lit, absolument couchée sans me lever. J'ai été 11 mois sans me lever assise pour manger, puis au bout de 11 mois, on me levait juste assise pour les repas, mais je suis restée 2 ans au lit, tout à fait, sur une planche, tout à fait. Et vous dites que c'est à partir de cette expérience que vous êtes devenu, au fond, herboriste et que vous avez eu envie
de continuer la tradition. Oui, c'est là que ça m'a donné la confiance aux plantes, parce que les médecins avaient dit à ma mère que je vais rester paralysée, que c'était pas possible, on peut rien faire. Puis à l'époque, on pouvait pas mettre à l'hôpital, on n'avait pas de caisse maladie, puis il y avait pas les moyens qu'on a maintenant. Alors ma mère m'a dit, écoute, les docteurs ont fait des études, ils savent beaucoup de choses, mais t'en fais pas, le bon Dieu et moi, on sortira de là. Et on avait une grande foi, donc je dois dire qu'avec tous mes camarades qui allaient faire des pèlerinages à Longeborgne, ils partaient à 4 heures du matin pour être en bas pour la messe de 6h30. Et ça, c'est une chose quand moi, je suis persuadée que ça m'a aidée. Et ma mère me frictionnait le dos avec huile de millepertuis et aussi huile de millepertuis avec arnica en mettant le dos au soleil régulièrement. On amenait le lit vers la fenêtre. Et quand il n'y avait pas de soleil, ce qui est assez rare parce qu'on a quand même une région qui a beaucoup de soleil, on mettait un linge chaud qu'on avait chauffé au poêle. Et puis, ça m'a fortifié mon dos. Et puis, vous voyez, à 14 ans, on m'a dit que j'avais de la chance, que je pourrais marcher, mais que je ne pourrais pas jamais travailler la campagne. Je devais porter un corset toute ma vie et que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc, vous voyez, encore une fois de plus, le docteur s'est trompé. J'ai porté un corset entier jusqu'à 18 ans. De 18 ans à 20 ans, un demi-corset. Et depuis, je n'ai plus porté de corset du tout. Je ne dirais pas que je n'ai jamais souffert des maux de dos, non, parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie, mais on était moins délicat, on serrait les dents et on y allait. Alors, on va vous montrer un document qui va beaucoup plaire à Yvonne, je suis sûr, à M. Papillot aussi, parce que c'est une publicité à propos d'un produit qui, à votre époque en tout cas, avait toutes les vertus. Regardez. Ah, quel temps de chien. Ah. Ah. Eh bien, qu'est-ce que tu as pris? Ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris... Je crois que j'ai pris... un gros rhume. Naturellement. Eh bien, maintenant, tu vas me faire le plaisir de prendre un comprimé d'aspirine, usine du Rhône. Alors, la fameuse aspirine, racontez l'importance qu'elle avait pour les gens à cette époque. Oui, alors l'aspirine faisait beaucoup d'effet à l'époque parce que les gens n'avaient pas eu les antibiotiques, ils n'avaient pas eu tous les vaccins comme on a maintenant. Et l'aspirine, c'était quelque chose que tout le monde avait. C'était au fond le seul médicament qu'on avait dans les maisons. C'était le premier médicament qu'on avait. Et alors, si une fois on manquait d'aspirine, on allait l'emprunter chez une voisine, bien sûr qu'on rendait aussi, parce que les gens n'avaient pas toujours l'argent pour aller acheter l'aspirine quand ils en avaient besoin. Et ça, c'est un trait que j'ai beaucoup apprécié dans ces villages, c'est l'entraide et le troc qu'on faisait dans ces villages. On a besoin de quelque chose, on va chez la voisine et on trouvait toujours tout ce qu'on avait besoin. On pouvait avoir des dettes d'aspirine. Ah, mais bien sûr, on pouvait très bien avoir des dettes, même le marquer au calendrier, comme quoi on avait prêté tant d'aspirine à telle personne, et les gens étaient honnêtes, ils les rendaient. Le jour qu'ils allaient à Sion, racheter un tube d'aspirine, on pouvait les rendre. Mais c'était les années, avant les années 30, donc vous voyez. Ça fonctionnait aussi pour les pots de café. Oui, aussi, la même chose aussi. Et pour les ingrédients normaux de la vie courante, le sel, l'huile. Le troc était, ce que vous disiez, beaucoup plus généralisé. Ah oui, c'était généralisé. Et les gens prêtaient volontiers, on échangeait, c'était courant et personne ne refusait quelque chose à son voisin. Ça, c'était une coutume. Et puisqu'on parle médecine, c'est vrai qu'on a pu remarquer que souvent les médicaments des hommes servaient aussi aux animaux. Il y avait un lien entre les soins qu'on apportait aux animaux et les soins qu'on apportait aux hommes. C'est des fois les mêmes pommades. Hein. Yvonne. Ah oui, alors ça c'est évident, on soignait. C'est-à-dire que le bétail, c'était partie de la famille d'abord. Il y avait une unité communautaire qui était une famille élargie non seulement aux générations, mais aussi aux bêtes. Ça c'est évident. Et quand on soignait les humains, on employait les mêmes choses pour le bétail. Et par rapport à l'aspirine, je trouve cette anecdote formidable. D'abord, l'aspirine, c'est un médicament exceptionnel, extraordinaire, qui s'il dure toujours, c'est qu'il a été bon à travers le temps et à travers l'histoire de beaucoup de sociétés. Mais par rapport à ça, j'étais il y a 2-3 ans à un combat de rennes. Et puis, dans les éliminatoires, il y a une des bêtes qui avait cogné assez dur sur une autre.
et le propriétaire avait sorti quelques aspirines de sa poche. Puis il a dit, tu vois, moi je vais lui donner à ma Fanny, je vais lui donner 2 aspirines, comme ça elle aura moins mal à la tête pour la finale. Alors on se rend compte, 2 aspirines pour 600 kilos de vache, ça fait un peu... Mais enfin, il était tellement persuadé, et je pense que ça a beaucoup d'effet aussi. Mais c'est vrai que toutes les plantes, d'ailleurs, toutes les pommades étaient utilisées autant pour le bétail que pour les humains. Par contre, vous êtes nostalgique. Vous avez dit quand l'aspirine est arrivée, eh bien, on a commencé à oublier les recettes. C'est plutôt les années 30, lorsque le médecin s'est établi à Mans. Alors là, les gens commençaient à aller chez le médecin, et le médecin, c'est ce que le médecin disait, c'était comme le curé, c'était vraiment quelque chose que il était infaillible. Alors les gens ont commencé à aller demander conseil au médecin, et on a laissé de côté les cataplasmes, les tisanes, et surtout les alcoolats qu'on faisait beaucoup. On a dit non, ça c'est bon pour le grand-père, ça c'était bon pour les vieux. Maintenant, alors il y a eu cette génération qui petit à petit s'est adaptée aux médicaments, surtout qu'il y a eu les antibiotiques qui sont arrivés et tout. Et là, c'est dommage parce qu'il y a eu 2 générations où vraiment on a laissé de côté tout ce qui était de la tradition. Mais heureusement maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Moi, dans nos stages, ils viennent des jeunes et ils demandent, ils sont contents parce que ma mère ne sait même plus, mais heureusement, ma grand-mère le sait, ou j'ai une tante qui, elle, connaît beaucoup de choses et maintenant, je le lui demande. On va revenir peut-être grâce à M. Papillou, toujours, grâce à nos archives aussi, sur des images de l'époque et la situation de la femme. Parce que regardez, une première séquence qui est consacrée au comportement de la femme et le rapport aux cheveux. Là, j'aimerais bien qu'Yvonne, vous nous racontiez, parce qu'à l'époque, dit-on, on se lavait rarement les cheveux, c'est vrai ? Oui, il n'y avait pas de... On se les lavait pour le mariage, ça c'est sûr. On se les lavait dans certaines occasions. Oui, ça c'est la fameuse image magnifique, très belle. Image, hein. Oui, il n'y avait pas vraiment de... La question de l'hygiène est une question très importante qu'il est difficile de voir avec le recul parce qu'il y a une espèce de censure sur la mémoire par rapport aux questions d'hygiène. Quand on parle aux toutes vieilles personnes aujourd'hui, elles sont incapables de dire, elles ne peuvent pas, c'est non disable, qu'au fond elles ne se lavaient jamais les cheveux ou presque jamais les cheveux parce que ça fait désordre, j'entends. Aujourd'hui, quand elles sont dans des asiles, on les met 1 fois par semaine dans la baignoire, on leur fait le shampoing en même temps. Et au fond, comment est-ce qu'on peut justifier qu'avant on se lavait pas les cheveux? Alors au fond, il y a une espèce de censure là-dessus, sur ces questions d'hygiène. Moi, j'ai rencontré des gens qui se sont jamais lavés de leur vie. Hein? Et j'ai parlé à des ils sont morts à 70 ans, oui, 70 ans, pas plus jeunes que les autres. Et des femmes qui se sont rarement lavé les cheveux dans leur vie, soit avec des cendres, soit pour les grandes cérémonies. Mais elles n'avaient pas le temps. Il faut bien voir que les femmes, elles travaillaient du matin au soir sans arrêt, sans arrêt. Alors, quand il pleuvait, elles enlevaient le fichu, elles frottaient un petit peu. De temps en temps, elles mettaient un peu des cendres pour enlever le gras. Elles remettaient le fichu, puis elles continuaient à travailler. Ça, il ne faut pas rêver. Hein, oui, c'est juste. C'est bien ça. Vous vous souvenez de ça? Oui, et moi, je me souviens, donc, on nous lavait surtout les cheveux avant de commencer l'école, parce on nous lavait, oui, à cause des poux. Parce qu'il y avait un contrôle. Et puis, oui, il y avait le contrôle à l'école. Alors, on nous lavait les cheveux et on nous mettait du pétrole et tout ça. Et après... Et puis alors, peut-être aussi des images toujours. Monsieur Papillou, dites-nous d'abord, il y a tout un travail sur la mémoire que vous êtes en train de faire à propos du Valais. Alors on fait effectivement un travail de rassembler tout ce qui est film, photographie et son sur le Valais. Alors ça va des périodes les plus anciennes aux périodes les plus actuelles. Mais c'est un travail aussi qui doit se faire parallèlement à d'autres recherches parce que effectivement des images montrent certaines choses. Une femme qui se coiffe, mais ça ne veut pas dire, ça ne donne pas une habitude, ça ne donne pas une manière de vivre. Bien sûr. Donc il y a un complément à chercher entre d'une part des images qui peuvent illustrer un propos et puis d'autre part des enquêtes de terrain plus approfondies où on a alors l'expérience des gens. Et dans des cas comme celui que vous citiez, là, du médecin qui s'établit, bien on en recommencera à voir dans les années 40, comme on a votre père qui descend l'usine, on aura des médecins de village qui s'installent. Et là, j'aimerais peut-être rectifier un petit peu les choses dans le sens où c'est effectivement dommageable que des traditions par ce fait-là sont perdues, mais en même temps, le médecin apporte quand même des principes d'hygiène, apporte des soins, apporte des connaissances sur les maladies. Il y en a des gens quand même,
Donc en fait, ce qui aurait été bien, c'est que cet apport de la modernité, de la nouveauté et de la civilisation extérieure se soit greffé simplement sur une civilisation rurale et que l'autre se soit aussi maintenu. Alors effectivement, il y a eu des... Alors je vous propose retour à ces images quand même, parce que ça permet de voir comment on vivait à l'époque. Quelques images d'abord de l'avoir. Non, c'est pas de l'avoir. Je crois qu'on a choisi... Non. On a choisi de nous raconter comment est-ce qu'on faisait le pain. D'abord, comment est-ce qu'on faisait le pain? Parce qu'il y avait un four communal, d'accord, ce sont des fours communaux, on en trouve dans certains cantons en Suisse romande, mais on se partageait le four communal. Oui, on avait nos journées, temps par mois, parce qu'on faisait le pain une fois par mois à l'époque. Et je me souviens toujours qu'on ne nous donnait pas le pain avant 3-4 jours, parce qu'on nous disait que si on mangeait du pain frais, on avait mal au ventre. Et c'était justement parce qu'on en aurait mangé beaucoup trop, parce que le pain frais... Alors, on le faisait une fois par mois, on faisait le pain au village. Yvonne. Oui, alors dans les villages, il y avait toujours un four, ce qu'on appelait le four banal, et en général, on faisait 2 fois par année le pain. Hein. Peut-être chez vous, vous le faisiez plus, ça dépend. On le faisait une fois par mois. Et ce qui est important, c'est que c'est une fonction communautaire fondamentale parce que on gardait le dernier, la moitié du dernier pain qui se cuisait pour la fois d'après. C'est-à-dire qu'on gardait le pain et le levain qui était conservé chez l'une ou l'autre des personnes du village et qui remettait en marche toute la masse du pain suivant. Et il y a des règles très très strictes autour du four banal. D'abord au niveau communautaire, qui se partage quelle tâche et pour faire quoi. Celui qui s'occupe du bois, celui qui s'occupe du feu, celui qui s'occupe de la pâte, etc., etc. Et ça montre, ça scelle une union communautaire dans les villages. D'accord. Le lavoir maintenant, lavoir qui était très important. Ah ben oui, parce que pendant l'hiver, on lavait avec le linge de corps et tout, et les draps, les sourettes, on les pliait, on les mettait dans une malle. Et au printemps, on avait la fontaine et la tour de rôle, les dames, elles allaient laver, comme on voit là, ils allaient faire la lessive. Et on voit des jeunes là, qui travaillent. Vous étiez appelés à avoir des responsabilités à ces jeunes? Oui, on lavait les petits mouchoirs, les mouchoirs de poche, les chaussettes et les petits trucs. On avait notre petite planche et on nous apprenait très très jeunes comment il fallait laver, la manière dont il fallait s'y prendre. Vous le faisiez avec une certaine fierté. Oh oui, c'était... Oui, mais c'était de la tyrannie, hein, franchement. Oui, mais nous... Il y a 2 points de vue, là. Oui, mais on nous disait, tu es grande, alors ça nous flattait, parce que maintenant que tu es grande, on va te laisser faire ça. Alors c'était... C'est l'apprentissage de la vie. Oui, mais il faut bien dire que pour les femmes, à part les accouchements et les scènes au lavoir, si vous voulez, à la fontaine, c'est les 2 seuls endroits de toute l'année et de tout le cours de vie où les femmes étaient entre elles toutes seules. Hein? Oui, ça c'est vrai. Et puis, alors, c'est ce qu'on appelle les groupes de solidarité femmes. Et là, les mecs, ils avaient intérêt à passer loin. Parce que quand les femmes sont ensemble, elles en disaient sur leur mari. Parce qu'à travers la lessive, on entre dans toute l'intimité familiale. On savait qui était enceinte, qui avait ses règles, qui était malade, etc. Et là, la fontaine, ça sortait. Et d'ailleurs, pour tirer les parallèles avec l'Afrique, c'est à ce moment-là que les femmes racontent toutes leurs intimités de couple entre les femmes et c'est le moment où justement les hommes vont très loin, ils viennent pas du tout écouter. Je vous propose une nouvelle séquence qu'on a vue ce matin, vous allez la voir avec nous et on va la regarder jusqu'au bout parce que c'est une séquence sur laquelle on va voir des femmes avec l'habit du dimanche. Et puis juste derrière, il y a un enterrement. Et regardez l'image mais vraiment jusqu'au bout. Alors écoutez, pour l'instant, je m'aperçois qu'il n'y a pas de son. On va simplement les commenter un tout petit peu, ces images. Donc ça, on s'apprête pour le dimanche. Il y a tout un... Qu'est-ce qui caractérise ces habits? Ça, c'est le vieux costume qu'on appelait la cocarde. Plutôt de la région de Saas, là, on est... Même si les images sont prises à Sierre, c'est un peu remonté. On le portait tous les dimanches ou... Chez nous, on avait un autre costume du dimanche, et ça, c'était vraiment les grandes fêtes qu'on portait la cocarde, comme on appelle, à la fête du Dieu, à la Saint-Martin, ou quand il y avait un mariage. C'est toujours des très très belles images noir-blanc, assez étonnantes, et vous allez voir, on va
On va assister dans un instant à une cérémonie. Je crois qu'on va pouvoir nous offrir les images maintenant. Les gens sortent de l'église. Ce sont des images qui datent de 1937, tournées en Valais par un Vaudois. Mais comment vous parviennent-elles, ces images? Alors celle-là, c'est en fait le réalisateur Robert Parlier-Dolon a tourné ces images en 1937 dans un but publicitaire pour une grande maison de vin du Valais. Et elles ont été découvertes à la mort du réalisateur dans une vente aux enchères. Monsieur Parlier-Dolon était antiquaire. Et une des personnes qui a découvert ces bobines a été frappée par le titre, d'ailleurs d'une petite confusion, et il a acheté ces images et donné à l'État du Valais. Alors je vais raconter simplement les images que l'on n'a pas pu nous fournir depuis la régie, je pense qu'il y avait un problème. C'était un enterrement, et l'on voit passer les personnes de l'enterrement, je crois qu'on va pouvoir les voir maintenant. Ah oui, c'était à partir de là. Autant pour moi, c'est donc... le moment où l'on presse le vin. Alors, du raisin qui est récolté en bas. Ils transportent leur mou à dos de mulet, dans des caves primitives à des altitudes variant entre 1500 et 2000 mètres, où ce mou deviendra le fameux vin du glacier. Cette séquence qui est très importante, vous l'avez vu. On voit un premier cercueil et puis on voit un deuxième cercueil. Est-ce que, bon, nous n'avons pas l'interprétation, mais j'imagine que c'est une femme qui a dû mourir en couche. C'est qui était quelque chose de relativement courant, puisque la plupart des accouchements se faisaient en Valais à l'époque, encore à la maison, et parfois jusqu'à une femme sur 20 ou 30 décédée des suites de l'accouchement, que ce soit de l'accouchement lui-même ou des fièvres qui s'en suivaient. Germaine, vous vous souvenez de cette époque? Oui, je me souviens de ça. Mais nous, on a eu de la chance, donc au village, on avait une très très bonne sage-femme. Donc ça, c'était déjà avant les années 25, parce que on a eu quelques décès, mais très peu. 3 ou 4 que j'ai connus, mais on avait de la chance, on avait la sage-femme au village et vraiment, elle connaissait les conseils de santé énormément. Et cette sage-femme travaillait beaucoup encore avec les plantes, celle que j'ai connue qui a fait les accouchements pour ma mère, elle soignait encore avec les plantes à l'époque. Votre maman accouchait à la maison aussi? Ah oui, toujours, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôpital, il n'y avait pas de caisse maladie, il n'y avait rien, et c'était la coutume. Et puis aussi, question pour les autres enfants, comment une maman qui avait déjà 5-6 enfants, elle pouvait partir, c'était pas possible, il fallait que la présence soit là. Et s'il y avait une complication? Comment ça se passait dans le village? Alors, c'était la sage-femme qui décidait s'il fallait faire venir un médecin ou pas, ou s'il fallait l'amener chez le médecin. Mais on a les sages-femmes qui suivaient les accouchés et tout. Je me rappelle, moi, je ne me rappelle pas, mais on m'a dit qu'en 1926, ma mère avait fait une phlébite après l'accouchement de ma sœur. Et c'est le seul cas que je connais qu'elle a eu des complications. Sinon, tout s'est très, très bien passé. On a vu tout à l'heure des hommes qui pressaient du raisin. C'était, je crois, Yvonne, et vous allez nous l'expliquer pourquoi, c'était le vin des glaciers. Qu'est-ce que c'est que le vin des glaciers? Bien, le vin des glaciers, c'est un vin de la région de Sierre qui aujourd'hui revient. Alexandre, voilà. Qui nous en apporte un tout petit peu. Voilà. C'est ce qu'on appelle le vin d'enterrement. Et vous voyez sur la table, évidemment, aussi le fromage d'enterrement. Qui était un vin qui était fait avec un plant particulier qui s'appelait la raise. Qui donnait un vin assez acide qu'on pouvait conserver très très longtemps. On voit que le vin de raise pouvait se conserver entre
20 et 30 ans. Alors, ce qui est intéressant avec la Rèze, le vin des glaciers, on l'appelle glacier parce qu'au fond, on faisait le vin en plaine, au moment de la vendange, ou alors on montait, si c'était pas trop le raisin, dans des outres en cuir jusqu'à mi-hauteur, mais surtout on mettait le vin après, disait-on, près du glacier. C'est pour ça qu'on appelle ça le vin du glacier. Et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il se conservait mieux. Alors ce vin est proprement un vin d'enterrement qui entre dans un tonneau d'enterrement. Alors aujourd'hui, depuis 1950, on voit que ces pratiques, elles se sont transformées. Mais jusqu'en 1950, chaque paysan avait dans sa cave des fromages d'enterrement et le tonneau d'enterrement. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'au fond, le jour où je serai mort, j'aimerais que vous buviez mon vin, vous mangiez mon fromage et que vous fassiez la fête. Alors voilà, alors au moment du mariage, les gens, depuis cette année-là, conservaient un fromage par année pour l'enterrement et mettaient dans le tonneau du vin pour l'enterrement. Et quand quelqu'un mourait, bien sûr, on ne mourait pas à 90 ans, donc au bout de 20 ans ou 30 ans après, on avait déjà des morts dans la famille, en principe. Et on buvait, on partageait les fromages, ça pouvait être 7, 8, 9, 10 fromages, qui étaient ces gros fromages quand même, et on buvait, on avait 2 robinets au tonneau, on tirait d'abord au premier, à celui d'en haut, puis ensuite celui d'en bas, et on invitait les gens jusqu'à la 4e génération, et tous les gens du village, et ça faisait des grandes communautés, ça faisait quand même souvent 200, 300 personnes qui participaient, et on faisait la fête, ça s'appelait la fête d'enterrement à l'époque. Voilà. Est-ce qu'il est bon le vin des glaciers selon vous? Oui, moi je le trouve vous très le trouvez bon. Oui, moi je l'aime bien. Il a un goût très particulier. Bon, il ne faut pas en abuser, mais cet hiver, ça fait pas mal. Si on peut donner une idée, ça a un goût un peu madérisé, voilà. Comme ça. Oui. C'est assez particulier. Oui, c'est un vin très fort, mais il faut bien voir que les gens, ils se dépensaient pendant la journée. Hein, ils pouvaient vendre. Nous aujourd'hui, on boit un verre de ça, on a mal à la tête pendant 3 jours. C'est dur. Encore que celui-là, il est modernisé, etc. Ouais. C'est pas le vin d'antan. Hein, mais la tradition, cette tradition-là, donc, qui est du Val d'Anivier, de Sierre jusqu'au Val d'Anivier. Vous, dans le Val d'Hérens, quand quelqu'un est décédé, est-ce qu'il y avait quelque chose de proche? Exactement la même chose. Et on appelait ça le chiremain en patois. C'était et après chaque. D'ailleurs, ça s'est conservé encore maintenant au village. C'est quand il y a un enterrement, le curé annonce que les amis qui viennent de l'extérieur et les parents sont entendus à la salle communale où on sert un repas. Ça se fait toujours. C'est une coutume qui a été fortement combattue un certain temps, parce que pas seulement par le clergé, aussi par les autorités civiles, qui estimaient que cette dépense lors de l'enterrement ruinait les familles, parce que ça avait été jusqu'à un certain point où c'était devenu un peu la mesure de la réussite sociale d'une personne. Alors c'est en fonction de ce que la personne pouvait, enfin la famille pouvait offrir lors de l'enterrement d'un de ses membres qui donnait un peu le statut social, et il y a effectivement des abus, du moins les a présentés tels, et ces repas d'enterrement au XIXe siècle ont été formellement interdits par arrêté du Conseil d'État. Avant, depuis les premiers documents, c'est 1609 que moi j'ai retrouvé là-dessus. Vous-même, Germaine, vous avez votre fromage d'enterrement, vous avez mis un vin des glaciers de côté? Non, mais maintenant on ne fait plus, c'est différent, on va acheter le fromage, on va acheter là, et en général, donc on a au village un monsieur qui s'occupe de ça, c'est un cuisinier, on s'adresse à lui, lui fait le nécessaire, il va acheter ce qu'il faut, il fait un bon bouillon, il prépare tout ça. On va avoir des vaches, hein, parce que c'est marqué là. Il y a l'empreinte de la vache, il y a l'empreinte de l'alpage, et puis l'année où a été fait le fromage. Imbattable, Yvonne Presverck. Vraiment, vous avez dit là. Bien, je vous propose maintenant, puisque Sandy, vous avez mené l'enquête avec Ventura, je vous propose une petite rubrique sur le patois. Zieke marmite lasciò un couvercle. Zieke marmite lasciò un couvercle. Ça veut dire que chaque marmite a son couvercle. Ça correspond un peu que chacun doit rencontrer dans sa vie la compagne qui lui convient. Et vous avez rencontré votre compagne? Très bien, oui. Le couvercle est resté le même, mais elle va bien. Alors tous les jours, vous allez pouvoir apprendre quelques expressions de patois.
Vous savez que c'est très étonnant quand on discute avec Germaine, tout à coup elle dit « Mais comment on dit ce mot en français ?» C'est vrai parce que vous parlez oui, patois? Surtout le nom des plantes. Les noms des plantes, il y en avait une dizaine de plantes que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le nom en français, parce que nous on appelait l'herbe à dos parme, on disait la toute bonne, on disait l'herbe sans couture, alors je ne pouvais pas mettre ça dans le livre. Il fallait que je donne... Les gens n'auraient pas retrouvé si je mettais ça. Alors ça m'a donné pas mal de fil à retordre, oui. Alors, et finalement, j'ai eu la chance, par exemple, l'herbe à dos parme, qui est une herbe, on appelle ça l'herbe miraculeuse, qui est très cicatrisante et très étonnant qu'on la trouve là, parce que j'ai eu Madame Couplan qui est venue chez moi au chalet, et c'est elle qui m'a dit que c'était l'astragale pois chiche, que je ne connaissais pas son nom en français. J'étais toute heureuse de l'apprendre, et elle était surprise de le trouver là-haut, parce qu'elle dit on le trouve beaucoup en Espagne, mais on le trouve dans peu de régions en Suisse. Et on fait une huile, on fait des tisanes, on fait beaucoup de choses. On peut préciser une chose, c'est on va bien sûr passer toute la semaine ensemble, donc on aura longuement l'occasion de parler des plantes, des possibilités qu'elles offrent. Et demain, vous serez en compagnie de Jean-Marie Pelt. Donc ça sera vraiment un bon moment aussi, une belle rencontre tous les deux. J'imagine que vous ne l'avez jamais rencontré. Non, je le connais bien pas. voilà, on va pouvoir faire ça. Et on a dit tout à l'heure en vous présentant Zermatten, parce que ça c'est votre nom de jeune fille. Oui. Et Maurice Zermatten a-t-il un lien avec vous? Non, nous ne sommes pas de la même famille, mais mon père s'appelait aussi Maurice Zermatten. Il y avait 3 Maurice Zermatten à la commune. Alors, comment les distinguait-on? Là-haut, il y avait les sobriquets, il y avait toujours. Alors, on appelait Maurice Zermatten, l'écrivain. Mon père, on l'appelait le muet, parce qu'il aimait beaucoup parler, il racontait beaucoup d'histoires, il était très, très ouvert. Hein. Et puis, il y avait encore l'autre, il aimait passer la bouteille, alors on l'appelait un petit peu celui de la bouteille. Alors juste avant qu'on entende Maurice Zermatten, l'écrivain, j'ai lu que votre père était un peu le patriarche et qu'il n'y avait qu'une seule personne qui l'écoutait vraiment, c'était sa femme. Ben oui, c'est-à-dire que là, toutes les épouses à l'époque, le mari, papa a raison, c'est papa qui a dit, et tu dois l'obéir. Il n'y avait pas de... Alors bon, nous les enfants, on n'était pas toujours d'accord, alors on se pétait soin, et maman nous disait, non, c'est papa qui a dit, vous le faites comme ça, c'est tout. Il ne discutait pas ce que papa avait dit, il fallait le faire. En revanche, il l'écoutait elle. Ah oui, je crois qu'ils avaient une bonne communication. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'entendaient très très bien. Elle avait tout de même son mot à dire, mais les grandes décisions, c'est tout de même le papa qui les prenait. Et puis dernière indication, vous voyez vos parents pendant longtemps? Ou est-ce qu'on se tutoyait? Ah oui, alors là, c'est amusant chez nous parce que mes parents ont quitté Saint-Martin en 1945 pour prendre une ferme au canton de Vaud, pour garder les enfants ensemble, qui pouvaient travailler à Lausanne et rentrer à Moran, à la ferme, parce que sinon, on partait tous d'un côté de l'autre, puis les jeunes ne connaissaient plus les aînés. Et alors, on a pris une ferme à Moran sur Lausanne. Et alors, à l'école, les enfants sont arrivés à la maison, ils disaient, oui, on se moque de nous parce qu'on vous dit vous. Alors, papa et maman, ils ont dit, maintenant, vous n'avez qu'à nous tutoyer, comme tout le monde. Moi, j'avais 20 ans. Je me souviens, j'arrive à la ferme et maman me dit, à partir d'aujourd'hui, Germaine, tu vas dire tu à papa et à moi. Ah, j'ai dit ça jamais. Et alors, je n'ai pas pu tutoyer parce que je ne pouvais pas, c'était tout ça. Alors, quand mon père était les dernières années, il était au Tilleul à Montaix. Et un jour, la sœur a dit à mon frère, mais votre père a épousé une veuve, ou bien vous n'êtes pas tous de la même maman? Elle a dit, non, on est tous du même papa et de la même maman. Mais comment se fait-il que j'entends que certains enfants le vouvoient et d'autres le tutoient. Alors mon frère lui a raconté l'anecdote que parfois les jeunes, on peut le tutoyer parce qu'ils étaient encore jeunes, mais que les aînés, on n'est pas arrivé à tutoyer les parents. Merci Germaine. On va retrouver Monsieur Zermatten, Maurice Zermatten, parce qu'il y aura tout au cours de la semaine une relation au conte. Et Sandy, vous lui avez demandé de nous raconter un conte. Je suis probablement l'un des derniers vivants qui sait où se trouve la porte de la grotte aux fées. C'est au haut d'une paroi de rocher surplombant une route qui conduit au lac de la Dixence. Voilà un point de repère actuel. Et ce rocher, qui existe tel que je l'ai connu étant enfant, a donc toujours cette espèce de porte qui n'est peut-être pas du tout une porte, c'est peut-être une simple question de couleur, probablement. Il faudrait qu'on y aille, mais il faudrait des cordages, il faudrait des tas de choses, parce que c'est vraiment au cœur d'un apic, c'était très difficile. Mais enfin, à travers cette porte, je voyais l'hôtellerie des fées. Ils avaient des chambres, ils étaient
naturellement très riches, ils avaient des chambres, ils avaient tout ce qu'il y a de beau, peut y avoir de beau dans l'existence des fées. C'était pas un doute pour nous. Le tout était de savoir si on pouvait entrer ou pas entrer. On ne pouvait pas entrer. Personne n'a voulu nous aider à entrer. Mais tout le monde en parlait. Et ceux qui en parlaient avaient vu non seulement une fée ou deux fées, mais des fées. Et ces fées avaient des chevaux, avaient une calèche. Elles traversaient le ciel. Elles se penchaient sur les bords de leur voiture pour regarder ces petits villages qui étaient en bas. Mais pour se nourrir, car il fallait quand même qu'elles se nourrissent, qu'elles allaient boire le lait des vaches qui était gardé par les bergers à peu près à l'altitude de la porte, un peu plus haut, un peu plus en arrière. Alors, ces bergers étaient très avares de leur lait, c'était leur production, il ne fallait pas s'amuser naturellement à boire le lait, et une de ces filles semble avoir un petit peu exagéré, si bien que le berger qui fabriquait le fromage, on l'appelait le fromager, s'est dit, bien celle-là, je lui donnerai ce qu'elle mérite. Et il lui a présenté un bol de bois rempli de lait, mais le lait était bouillant. Et la pauvre fée, c'est assez étonnant de la part d'une fée qu'elle n'ait pas fait la différence, mais la pauvre fée a pris une grande gorgée et poussé un immense cri. Elle s'était brûlée la langue. Depuis lors, les fées ont cessé d'aller boire le lait des bergers. Ça m'amuserait si jamais vous rentrez dans cette Dixence, 2 kilomètres après le dernier village, vous verrez, on longe une haute paroi de rocher et il faut chercher la porte. C'est de la poésie au fond. Cette porte, c'est vraiment la séparation entre l'homme réel et la fée qui est la poésie. Voilà, c'est une première histoire. On va partager le pain et le fromage tout à l'heure, puisqu'on va rester toute la semaine ensemble, en tout cas une bonne partie de la semaine, pour continuer à découvrir et les contes, et le Valais, et les traditions auxquelles vous... Et les plantes. Et les plantes, les plantes seront au cœur du débat, c'est sûr. Pourquoi les contes, rappelez-nous? Les contes parce que ça tombe bien en fin de compte, puisque le Valais a beaucoup d'histoires à raconter, et vendredi prochain, vendredi 14, ça sera la journée suisse des contes. Alors nous en parlerons beaucoup tout au long de la semaine, mais un peu plus vendredi. Et Monsieur Papillou, si par extraordinaire des gens qui nous suivent ont des documents concernant l'histoire du Valais, des films personnels, des films de famille, est-ce que cela vous intéresse? Bien entendu que cela nous intéresse. J'aimerais bien, d'ici peut-être 10 ans ou 15 ans, refaire la même surprise à une autre Madame Cousin. Extraordinaire, tout à fait remarquable. On aurait voulu faire un effet qu'on n'aurait pas mieux réussi. Ah non, alors vraiment. Alors ça concerne aussi bien les films que les photographies. Et puis depuis cette année, nous conservons aussi les sons. Donc c'est aussi bien les enregistrements de contes que les enregistrements de la vie quotidienne, que ce qui se dit sur les ondes ou ce qui est récolté auprès des personnes. Alors quand j'entends Madame Cousin nous dire la difficulté qu'elle a à lier le mot français avec le mot patois, alors ça rentre maintenant bien dans notre domaine, parce qu'on va constituer là des archives aussi sonores, on va travailler aussi sur les archives du patois, conserver des quantités d'enregistrements qui ont été faits pour justement garder cette mémoire. Ce qui est difficile peut-être, c'est lorsqu'on a un document, on se dit mais ça n'intéresse que la famille, ces films-là sont des films souvenirs pour nous et ils ne représentent rien pour vous, ça n'est pas le cas. Au contraire, je crois que comme un souvenir ou comme une tradition qui est donnée, tout passe par des individus en fait. On ne peut pas avoir des documents immatériels sur le Valais. Alors à ce moment-là, on n'aurait que des paysages et qu'un ciel bleu, mais on doit avoir des gens. Et ces gens, je dirais, la qualité du document est plus parce que ce que les personnes apportent, par le témoignage qu'elles apportent, par la situation qu'elles rendent. Et là, on aura toujours affaire à des familles, à des groupes. Et c'est à travers ces images-là qu'on va documenter le Valais, parce que le Valais, c'est aussi des Valaisans, des personnes. Un peu. C'est d'ailleurs un véritable travail de détective que vous faites pour recueillir toutes ces archives.
Alors on doit, dès que quelqu'un nous signale un document, remonter sur la trace, enfin aller voir ce qu'il en est, et on tombe alors sur des véritables trésors, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, soit par des Valaisans eux-mêmes, soit par des personnes de l'extérieur qui sont venues. Alors on a vu les images cinématographiques de Robert Parlier-Dollon, on a vu les photographies de Charles Krebser, mais ce sont des documents qui ont été faits pendant 30 ans par des amoureux du Valais, qui ont soit photographié, soit filmé, soit enregistré des scènes de la vie quotidienne, qui ont aussi suivi, qui sont liés à des personnes. Et c'est par ces liens-là que les choses nous reviennent, parce qu'à la mort, quelqu'un à Zurich téléphone, écoutez, mon mari est mort, il a laissé ses archives, est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un en Valais? Et puis comme ça, on retombe sur des milliers de plaques de verre, sur des bobines de films. Mille merci Germaine, rendez-vous demain, vous revenez? Mais bien sûr. Avec grand plaisir. Avec plaisir. On va d'abord goûter le fromage, mais ça, les téléspectateurs ne sont pas censés le savoir. Merci d'être avec nous. Merci Yvonne Preiswerk, merci de nous avoir expliqué de quelle manière justement pouvait réapparaître la mémoire. Merci.